Bonjour Olivier Zara, vous venez du Canada spécialement pour cette émission. Vous êtes un des grands spécialistes de langue française sur l'intelligence collective et sur la société de l'information en général. Alors au fond, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? Est-ce que c'est nouveau? Pourquoi en parler aujourd'hui? Pourquoi en parler maintenant, à notre époque? Est-ce qu'il n'y avait pas d'intelligence collective avant? Quelle est la différence avec ce qui est possible aujourd'hui? L'intelligence collective, elle est aussi ancienne que l'humanité. À partir du moment où il y a eu des hommes, il y a eu de l'intelligence collective. C'est sûr qu'à l'époque de la préhistoire et de tout ça, c'était un peu moins critique. Ça a été utile pour un certain nombre de choses, mais c'était un peu moins critique. Et pour là, la chasse, c'était très important. Parce voilà, que pour la chasse, tout à fait. Inventer des techniques de chasse, co-construire ensemble des façons de s'organiser. Donc, voilà, c'est le propre de l'homme. Hein. Il y a une intelligence individuelle, donc la mettre en synergie, voilà. Donc, c'est l'arrivée en fait de cette société de l'information. Elle permet de connecter à plus grande échelle les intelligences, et surtout, elle est plus nécessaire aujourd'hui qu'avant, enfin en tout cas plus critique, parce qu'elle a pour finalité de développer l'innovation, l'agilité et l'engagement. Donc aujourd'hui, c'est trois dimensions. L'agilité, c'est s'adapter à son environnement, puis on voit qu'on est dans un monde incertain, complexe, dans lequel on a sans arrêt besoin de s'adapter, alors que, pas besoin de remonter à la préhistoire, mais il y a 30-40 ans, le monde était plus stable. L'engagement, c'est développer la motivation, le plaisir au travail. Et voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut être plus facile quand on mobilise l'intelligence des gens plutôt que quand on les traite un peu comme des soldats bêtes et disciplinés. Et puis évidemment l'innovation, hein, qui a besoin d'intelligence collective pour se développer. Donc aujourd'hui, l'intelligence collective est beaucoup plus critique qu'elle pouvait l'être il y a quelques années. Alors, vous devez avoir une demande considérable de toutes les entreprises, puisque je lisais récemment dans le journal que 70% des salariés, enfin vous devez connaître mieux que moi les chiffres exacts, c'est environ ça, 70% des salariés sont démotivés au travail. Alors vous imaginez les coûts que ça représente, ça débouche après sur de l'absentéisme, les gens sont dans le malaise et ils ne peuvent pas libérer leur créativité. On voit bien qu'une énorme partie des enjeux du futur, où il y a tellement de choses à créer, à inventer, il y a tellement de possibles aujourd'hui, c'est de redonner cette dimension de motivation aux individus. Alors comment vous vous y prenez pour remotiver les gens? Est-ce qu'on peut remotiver quelqu'un? Alors en fait, c'est un sondage Gallup 2013 qui faisait une étude sur 140 pays. Voilà. Et la France avait le privilège d'être en dernière position avec 91% de salariés qui sont désengagés ou activement désengagés. Et voilà, alors... c'est quoi la différence entre activement désengagé et désengagé? Alors, déjà engagé, ça me fait peur en tant que patron. Mais alors, activement désengagé, je me dis, alors là, ils capturent les patrons et ils les séquestrent, c'est ça, les activement désengagés? Voilà, et éventuellement même, on peut en venir à s'attaquer aux chemises ou aux vestes. Mais les activement désengagés sont ceux qui sont non seulement démotivés, mais qui en plus de ça, sont en position de nuisance par rapport à l'organisation. Hein, et leur cible prioritaire, ce sont les 9% de gens engagés, qu'ils vont essayer de démotiver. Oui, alors ça, c'est dur. Bon. Voilà. Alors l'intelligence collective, et ça me permet aussi de donner la définition que je n'ai pas donnée tout à l'heure, l'intelligence collective, elle est souvent associée à une notion de quotient intellectuel. On se dit, voilà, c'est une somme de quotient intellectuel, donc il faut être intelligent pour faire partie de l'intelligence collective. Ça, c'est un préjugé parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est de l'intelligence de la situation. Chaque personne dans une organisation, par rapport à un sujet, a une intelligence de la situation, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence terrain. Et ce qu'on souhaite, c'est mettre en synergie ces intelligences de la situation, les savoirs que détiennent ces personnes-là, pour co-construire
une solution, parce que ce dont on parle quand on parle d'intelligence collective, c'est de complexité. Quand on est dans une situation compliquée, un problème technique, la mise en œuvre d'une décision, il suffit de se référer à une procédure, une expertise, et on va trouver à 100% la solution qui est la meilleure. Mais il y a tout un tas de sujets, comme par exemple la gouvernance, comment on s'organise, l'innovation, les problèmes techniques complexes. Et là, on parle de situations multidimensionnelles. Multidimensionnelles avec des interactions entre les dimensions. Et avant de pouvoir traiter une situation multidimensionnelle, donc il faut avoir une vision holistique, il faut être capable d'identifier toutes les dimensions qui sont parties prenantes de mon sujet. Il faut avoir une vision systémique, il faut mesurer les interactions entre les dimensions. Et la seule façon d'avoir une vision holistique et systémique, c'est de rassembler autour de la table ceux qui ont l'intelligence de la dimension, ceux qui ont l'intelligence de la situation, pour co-construire avec eux les interactions, comprendre avec eux quelles sont les interactions entre chacune des dimensions, et ensuite, à partir de ce constat partagé de ce qu'est vraiment la réalité, parce que chacun voit la réalité avec son prisme métier, ou le prisme de sa vision de la situation, on va être capable de co-construire une solution. Donc voilà, l'intelligence collective, en tous les cas, c'est un domaine un peu transdisciplinaire, mais dans une organisation, dans une entreprise, c'est la capacité à mettre en synergie les intelligences de la situation et à co-construire une solution, puisque comme c'est complexe, il y a de l'incertitude et de l'imprévisibilité, et donc on ne peut pas dire « je sais que c'est ça qu'il faut faire », on peut dire « j'ai l'intuition que c'est la bonne solution, j'ai la croyance que, j'ai la conviction que c'est la solution, mais on ne peut pas dire « je suis certain ». Quand on parle d'intelligence collective, on parle de construire une stratégie, d'innover, de mettre en place une nouvelle organisation. Qui peut dire, quand il décide d'une nouvelle stratégie, « je suis sûr à 100% qu'elle va fonctionner ». Qui peut dire « je suis sûr à 100% que cette nouvelle organisation va développer l'efficacité collective ». Il y a une part d'incertitude. Et donc l'intelligence collective, ce qu'elle fait émerger, c'est moins des consensus que de l'intuition, en fait. Voilà, elle fait émerger de l'intuition collective qui donne la conviction à un décideur que c'est dans cette direction qu'il prend le moins de risques et qu'il a le plus d'opportunités de réussir. Oui, on voit dans ce que vous dites la montée de l'importance de ce qu'on appelle maintenant les parties prenantes, ou en anglais, non pas les shareholders, mais les stakeholders, c'est-à-dire cette compréhension du fait que finalement dans une entreprise, pour une intelligence stratégique, il ne s'agit pas simplement d'écouter ses actionnaires, mais d'écouter toutes les parties prenantes de l'entreprise, qui ont chacune un regard, une dimension différente. Évidemment, les salariés, évidemment les actionnaires, évidemment les clients, mais aussi la société civile, mais aussi peut-être les voisins de l'entreprise, mais aussi, on peut même élargir la problématique à la biodiversité, aussi les abeilles, les animaux qui nous entourent, etc. Donc toute cette écoute de l'ensemble des parties prenantes du projet dont on est porteur. C'est à la fois fascinant, mais en même temps, comme vous le dites, pas du tout facile. C'est même très compliqué, ça. Il me vient deux questions immédiates. C'est comment vous vous y prenez pour organiser cette intelligence collective, la dynamiser, et aussi, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont totalement réfractaires, qui vont avoir énormément de mal à embraser cette complexité du fait que la société d'où nous venons, la société industrielle, a beaucoup spécialisé les gens. Le management taylorien, l'organisation scientifique du travail, nous a enfermés chacun dans une extrême spécialité qui est à l'inverse de cette intelligence collective. Alors, comment vous gérez ce paradoxe ? En fait, donc, pour résumer, l'intelligence collective est l'outil de la gestion de la complexité. Et dans une organisation, on peut avoir différentes formes de complexité. J'en parlais tout à l'heure, la stratégie, développer sa performance, vendre plus, produire plus vite. Les problèmes techniques complexes, quand c'est multidimensionnel et qu'un expert n'a pas la solution. La gouvernance, quand, comment développer l'efficacité collective. Voilà. Et puis, évidemment, l'innovation, comment on transforme une idée créative en une réalité.
Alors pour toutes ces situations finalement qui représentent la complexité dans une organisation, la complexité qui implique donc cette notion de multidimensionnel, j'ai développé une boîte à outils qui comporte 4 outils, en fait, 4 méthodes pour aider un dirigeant ou un manager en fait, à être capable de gérer cette complexité. Évidemment, la première, c'est de savoir faire la différence entre compliqué et complexe. Parce qu'on a encore besoin de produire, et donc on a encore besoin du command and control, de fixer les objectifs et de contrôler les résultats. La question, c'est de savoir quand c'est qu'on passe d'un leadership un peu charismatique à fixer les objectifs et à contrôler, à un leadership plutôt partagé. Et beaucoup de dirigeants, je n'ai pas peur de dire beaucoup, ne savent pas faire la différence entre compliqué et complexe. Donc si on ne sait déjà pas faire la différence entre les deux, on n'a pas l'alarme qui dit tiens, là, je ne suis plus dans le compliqué, je suis dans le complexe. Donc le premier outil, c'est simplement de savoir faire la différence entre les deux. Enfin, quand je dis simplement, alors ça, c'est l'outil un peu, c'est la porte qui ouvre la le porte passage du compliqué au complexe, et on va voir les 3 autres dans notre prochaine émission qui va lever le voile sur les outils clés pour rentrer dans le 21e siècle, en quelque sorte. Le suspense est insoutenable.